Alors, oui, on parlait un petit peu plus tôt de la COP 16 qui s'est achevée il y a quelques jours à Cali, en Colombie. Et ça a été rapidement évoqué, les résultats ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux pour stopper la destruction de la biodiversité. Alors, pour donner un chiffre très concret qui vient du dernier rapport Planète Vivante du WWF, entre 1970 et 2020, la taille moyenne des populations d'animaux sauvages suivies, donc dans ce rapport, a diminué de 73%. Alors, le chiffre est tellement énorme, je pense que c'est toujours un choc. Et malheureusement, ça ne s'améliore pas de rapport en rapport. Alors, dans ce même rapport, et peut-être Laure, tu en reparleras après, WWF nous dit qu'on a 5 ans pour vraiment se mettre à agir, vraiment accélérer pour éviter une dégradation définitive. Les entreprises sont souvent pointées du doigt sur ce sujet de la biodiversité. On va souvent dire elles sont responsables, elles ne font pas ce qu'il faut, etc. C'est pas si simple à mesurer, c'est pas si simple forcément à comprendre. On a beaucoup parlé des chaînes de valeur dans la table ronde précédente. Ça a aussi été souvent un sujet un petit peu en annexe des rapports RSE parce qu'on ne savait pas tellement bien comment le prendre. Aujourd'hui, il est urgent que ça soit intégré dans les stratégies des entreprises pour toutes les raisons qui ont été évoquées juste avant par Christian. La grande question, c'est les entreprises sont-elles à la hauteur des enjeux? Sont-elles à la hauteur de ce 73% de disparition des espèces sauvages que j'évoquais plus tôt? Et j'ai la chance de pouvoir en parler justement avec des représentantes de ces entreprises ce soir, de certaines de ces entreprises. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est un premier petit tour de piste pour que chacune puisse présenter son organisation et comment ce sujet de la biodiversité résonne ou prend sa place dans la stratégie de son entreprise. Alors, je vais commencer par Marie Marage du groupe Rocher, qui est directrice mission et impact, et qui va nous dire, parce que si je ne me trompe pas, le groupe Rocher utilise beaucoup d'ingrédients végétaux, entre autres, et qui va nous dire un petit peu qu'est-ce que ce sujet de la biodiversité veut dire pour son entreprise et comment il est abordé aujourd'hui. Donc bonjour, je suis bien Marie Marage du groupe Rocher. J'ai la grande fierté de travailler pour le groupe depuis 2007. C'est un groupe de produits de bien-être, de cosmétiques et de textiles. Donc on a 8 marques. C'est un sujet qui est au cœur de la stratégie du groupe depuis de nombreuses années. En effet, dans la partie cosmétique, on va dire que si on consomme environ 12 500 tonnes de matières premières et d'ingrédients, on est un petit groupe, il y a 93% de ces ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc effectivement, on est très dépendant, à la fois pour les activités textiles, mais pour la cosmétique, de services rendus par la nature. Et je dois dire que du coup, ce sujet, c'est un peu l'enjeu prioritaire qu'on s'est donné comme philosophie. Et on a même inscrit ça dans les statuts de l'entreprise, puisqu'on est entreprise à mission depuis 2019, et que notre mission d'entreprise, c'est de chercher à reconnecter les hommes et les femmes à la nature, parce qu'on est convaincu que ça apporte du bien-être et que ça donne envie d'agir pour la nature. Donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur de notre stratégie. Très bien, alors on y reviendra. Alors je me tourne maintenant vers Hélène Valade du groupe LVMH, directrice développement environnement. Peut-être nous rappeler l'ampleur, on va dire, de LVMH et qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces grandes marques en termes de lien avec le sujet de la biodiversité. Ça marche ? Absolument. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. LVMH, ce sont plusieurs secteurs d'activité, en effet, parfums et cosmétiques, comme ma voisine, mais également vins et spiritueux, également mode et maroquinerie, montres et joaillerie, grande distribution. Une marque comme Sephora, par exemple, fait partie de LVMH. Et la spécificité de ce groupe, c'est d'être dans une interdépendance totale avec la nature, puisque ce qui est au cœur du modèle du luxe, c'est justement des matières naturelles
et le plus souvent rares, qui sont utilisés, travaillés par les artisans en France et en Italie. Et donc cette interconnexion avec la nature, elle est absolument primordiale. Il n'y a pas de champagne sans raisin, il n'y a pas de, en effet, parfum cosmétique sans espèces végétales, il n'y a pas de jolies robes sans des champs de coton un peu partout dans le monde, etc. etc. Et moi, je suis très modeste par rapport à cette question de l'interdépendance, parce que je pense qu'il faut la palper, la saisir, la comprendre. Et mon premier job, ça a été ça, c'est-à-dire de faire sentir cette interconnexion totale, puisque quand on voit nos très beaux produits derrière des vitrines, on ne pense pas immédiatement au lien que ça peut avoir avec un champ de coton ou un champ de rose. Cette dépendance-là, elle n'est pas évidente. Bon. Et donc, c'est vraiment ça le premier sujet, de faire prendre conscience à quel point nous sommes dans cette dépendance par rapport à la nature et au sol. Et nous avons la chance à l'intérieur de LVMH d'avoir donc cette activité vin et spiritueux organisée en France grâce à des appellations d'origine contrôlée qui renvoient en effet directement aux services que rendent la nature pour que nous puissions avoir ces produits. Et donc les sols en tant que tels font partie de la biodiversité que nous considérons à LVMH, parce que le sol, on marche dessus, on oublie ce qu'il y a dedans et qui est à l'origine pratiquement de l'ensemble des éléments qui constituent justement la biodiversité. Voilà, donc c'est cette prise de conscience, mais jusqu'au sol, qui a eu lieu au cours de ces dernières années chez LVMH pour produire des plans d'action, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui permettent non seulement de limiter l'impact d'une activité comme la nôtre, mais d'essayer d'avoir des impacts positifs en poussant des sujets tels que l'agriculture régénératrice notamment. Merci beaucoup. Alors, Elisa Madavi, comment ça résonne pour vous qui êtes directrice RSE chez Enedis? Comment c'est perçu? Comment c'est intégré ce sujet de la biodiversité dans les réflexions de votre entreprise? Oui, donc bonsoir à tous. Déjà pour présenter Enedis en quelques mots, Enedis est le principal gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Nous gérons 1,4 million de kilomètres de lignes, c'est le plus grand réseau européen. On est une filiale à 100% du groupe EDF avec une gestion et gouvernance indépendante. Et nous sommes exclusivement présentes en France et présentes sur 95% du territoire, donc un ancrage territorial très très fort, avec l'essor de modes de production décentralisés, avec les éoliens, les photovoltaïques. On a, en l'espace de quelques années, Enedis est devenu un acteur majeur de décarbonation et de la transition énergétique, parce qu'aujourd'hui, plus de 90% de ces énergies, de ces modes de production qui sont installés en France sont directement raccordés au réseau de distribution de Enedis, moyenne et basse tension. Et depuis 1 an et demi, on est aussi entreprise à mission. On est la première grande entreprise dans le secteur de l'énergie à avoir fait ce pas. Et justement, cette vision systémique de climat, biodiversité et la préservation des ressources, nous l'avons explicitement mis dans nos statuts juridiques. Et donc, notre engagement consiste à dire qu'on regarde systématiquement ces 3 aspects dans toutes nos activités. Alors, sur le climat, je dois dire qu'on a une empreinte carbone relativement faible, donc par rapport notamment au secteur de l'énergie, mais en tant que gestionnaire d'infrastructures, on a su très tôt que nos infrastructures pouvaient avoir un impact négatif en contact direct avec la nature, sur les éléments naturels, sur les espèces et les espaces naturels. C'est pour ça que depuis plus de 20 ans, Enedis travaille avec les associations expertes, les ONG, des ONG comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, la Fédération France Nature Environnement, à
trouver des moyens d'atténuer ces impacts directs. Donc l'idée pour nous, c'est la biodiversité en impact direct, c'est de protéger la vie faune. C'est pour ça qu'on balise nos lignes. On les enfouit aussi pour permettre d'éviter que les oiseaux ne les percutent ou que se fassent électrocuter. On conserve, on a aussi un programme de conservation des espaces naturels ou de recréation quand on ne peut pas faire autrement, et sensibiliser tout le temps nos salariés, nos prestataires sur les gestes de préservation de la biodiversité dans leur activité quotidienne. D'ailleurs, c'est directement les associations de protection de la nature qui forment nos salariés, nos prestataires sur le terrain. Donc voilà, c'est un impact on sait là où ça ne va pas, et donc on essaye d'atténuer ces impacts-là par les différentes actions, et après je reviendrai un peu sur les résultats qu'on a eus ces dernières années. Alors effectivement, merci beaucoup. On va revenir dans un petit moment sur des exemples concrets pour bien comprendre les choses, parce que je sais que vous en avez toutes et des très intéressants. Mais comme vous m'avez peut-être un peu tendu la perche, je me permets de passer la parole à une ONG, parce que vous avez parlé de votre travail avec les ONG. Alors Laure Lemarquis, vous êtes senior experte chez WWF sur les questions de l'engagement business et du capital naturel. On a entendu qu'il y a quand même une vraie prise de conscience des entreprises sur ce sujet. J'aimerais vous entendre pour savoir si, du point de vue d'une ONG, ça avance si bien que ça. Je rappelle toujours le 73% que j'évoquais au début. On en est où? Quelle est réellement la prise de conscience des entreprises? Alors c'est vrai que le sujet biodiversité est monté un peu dans les agendas ces dernières années, et plus spécifiquement ces 2 dernières années. On a eu la COP 16 la COP 15 à Kunming-Montréal, qui a mis l'agenda au niveau international et qui a donné la direction, la cible, avec cette ambition d'inverser la courbe de la perte de biodiversité, la cible 15 qui concerne les entreprises. Et puis on a aussi la CSRD, au niveau européen, pas mal de réglementations qui contraignent l'action. Donc depuis 2 ans, c'est un sujet qui monte. Par contre, on est loin d'avoir des réponses qui sont à la hauteur des enjeux. Ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises, déjà, il y a un gros focus qui est fait sur le climat et qu'on commence à s'intéresser à la biodiversité, mais que ça reste le parent pauvre de l'action RSE. Et la façon dont on s'intéresse à la biodiversité, ça reste encore beaucoup trop de façon... on met en place des projets flagship, on adresse certains sujets, mais on n'a pas la vision globale et on n'a pas l'approche science-based qui est nécessaire pour adresser ce genre de sujet. Donc il y a une volonté, il y a certaines excuses qui sont trouvées, comme celle de ne pas avoir les bons indicateurs, comme celle que ce soit trop complexe, on n'a pas les bons outils. Alors tout ça, c'est des sujets qui sont réels, c'est-à-dire qu'on n'a pas des outils qui sont aussi mûrs que pour le carbone. Les méthodologies sont complexes parce que le sujet de la biodiversité est complexe, et que de fait, vouloir adresser la biodiversité avec un indicateur global qui agrège tout, qui permet de piloter ça au niveau central, c'est illusoire, et ça montre qu'on ne comprend pas bien le sujet. La biodiversité, c'est un sujet qui est multiple. On parle de biodiversité, mais il faut s'intéresser aux raisons, aux pressions qui causent la perte de la biodiversité. Et ces pressions, si on lit le rapport de l'IPBES, c'est 5 pressions majeures, mais c'est des sujets d'eau, c'est des sujets d'occupation des sols, de conversion des sols, de pollution, et tout ça, ça demande à être traité spécifiquement et indépendamment. Et l'autre point important, c'est que c'est un sujet qui se traite principalement au niveau local. Quand on parle de consommation d'eau, c'est une consommation d'eau qui a lieu dans un bassin versant spécifique. Ce bassin, il a des conditions de stress hydrique particulières, et donc les objectifs que l'entreprise va devoir se fixer, elles sont propres au bassin local, et donc il va falloir traiter les sujets de façon séparée, de façon géographique. Et donc le vrai enjeu, en fait, c'est d'avoir les bonnes discussions avec les entreprises. Donc, ce qu'on voit, c'est que le sujet du cadre, le sujet des outils, c'est un des enjeux. Et nous, en tant qu'ONG scientifique, on pousse certains cadres plus que d'autres, et notamment les Science-Based Targets for Nature, parce qu'on veut que le point de départ, ce soit vraiment quelle santé des écosystèmes on souhaite. Et sur ce point de départ-là, l'entreprise doit ajuster son niveau d'ambition. Donc, l'ambition, ça doit être de s'inscrire dans le cadre des limites planétaires, ça doit être de s'inscrire dans le cadre de respect de seuil écologique. Et à partir de là, on déroule des actions, des programmes, des moyens. Donc le premier point, c'est le niveau d'ambition. Mais un message que j'aimerais passer quand même, c'est que tout ce sujet
sujet des outils, de la science, de la connaissance parfaite, c'est un peu une excuse pour ne pas agir, parce que si on se dit, bon voilà, je suis une grande entreprise avec un amont agricole important, parce que je suis dans le textile, parce que je suis dans l'agroalimentaire, parce que je suis même dans la construction où on a des ressources, ça peut être le bois par exemple, et on va dire, j'ai pas la bonne traçabilité, j'ai pas assez de données, donc je ne sais pas comment faire, ou donc je ne peux pas agir. Mais en fait, le sujet principal, c'est qu'on sait exactement quel est le problème, on sait exactement ce qu'il faut faire, donc on n'a pas besoin d'avoir les données parfaites pour comprendre qu'il faut faire de la transition vers des systèmes de production agroécologiques. On n'a pas besoin non plus d'avoir les données parfaites pour comprendre que si je suis dans le textile, il faut que je commence par regarder l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire combien de collections je sors par an, et qu'est-ce qui est compatible avec mes trajectoires nature. Donc voilà, pour prendre les deux bouts du spectre, c'est oui, il faut des données et il faut des approches science-based qui soient robustes pour que les parties prenantes externes puissent s'assurer que le niveau d'ambition et que les trajectoires sont les bonnes, mais il faut aussi avoir du courage pour agir sur les vrais enjeux et avoir les bonnes discussions sur les modèles économiques et sur le niveau d'ambition qu'on souhaite avoir, et que pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des données parfaites. Merci beaucoup. Marie Marage, justement, j'entendais donc que c'est un sujet qui a été pris très tôt par le groupe Rocher, ne serait-ce que parce que c'est très important pour assurer vos approvisionnements. Comment vous avez pris les choses, si vous avez des exemples concrets à nous donner, pour justement ne pas attendre que toute la science soit absolument parfaite, mais pour se mettre à agir en étant sûr d'aller dans le bon sens? On a commencé par faire un bilan de nos dépendances et de nos impacts sur la biodiversité tout au long de la chaîne de valeur, sur les différentes activités. Et ça, on a fait ça en 2010, on s'est fait accompagner, on a essayé de comprendre finalement en quoi on était dépendant de services rendus par la nature et comment on avait un impact sur celles-ci. Les principales sources d'impact, on en a parlé, c'est bien évidemment sur nos sources d'approvisionnement, mais aussi sur la façon dont on va fabriquer nos produits et sur la façon dont nos produits vont être utilisés et l'impact que ces produits vont avoir sur la nature au moment de leur phase d'usage et puis la fin de vie. Donc il y a toute cette chaîne de valeur qu'il faut étudier. Et on a essayé de quantifier un petit peu, et en fait ensuite on s'est mis sur des choses très pragmatiques et très concrètes parce qu'on n'avait justement pas ces cadres d'action, et on a plutôt choisi de se dire comment on peut agir à tel niveau. Donc on a travaillé sur des actifs plus ou moins propriétaires sur lesquels on a mis en place des filières plus durables, sur lesquels on a travaillé avec des partenariats locaux. On a aussi travaillé sur la prise en compte de la biodiversité au moment où on conçoit les produits. Donc, dans les cadres de logique de l'éco-conception, on essaie d'intégrer la question de biodiversité au moment de la conception des produits. L'impact de nos produits sur l'eau et la faune ou la flore au moment où on va utiliser nos produits. Mais on s'est aussi attaché à des choses très très pragmatiques puisqu'on produit nous-mêmes des plantes à la Gacilly. Donc on a 60 hectares en agriculture biologique où on promeut justement ce sujet de l'agroécologie. Donc je suis très contente d'entendre Christian Huyghe en parler. C'est vraiment sur lequel on mène des expérimentations en plein champ. On essaie de chercher comment on peut produire des plantes à usage cosmétique en agroécologie. On soutient de l'expertise, de la recherche. Et on s'est aussi associé à des choses très basiques dans l'accompagnement des salariés. On a mis en place des plans de gestion biodiversité sur tous les sites. On a une dizaine de sites qui ont des plans de gestion avec la LPO. Et ça permet d'avoir très concrètement des actions visibles par les salariés pour les... C'est à la fois anecdotique en termes de surface et d'impact pour l'entreprise, mais à la fois très important parce que ça met en mouvement les salariés sur le sujet de la biodiversité. Donc pour nous, il y a tous ces leviers à actionner. Et le vrai sujet, c'est qu'une entreprise comme la nôtre, elle peut être dans le triangle de l'inaction, c'est-à-dire attendre que les pouvoirs publics agissent, attendre que les citoyens consomment les bons produits, considérer que ce n'est pas à nous de faire. On considère que c'est à nous de faire, mais on sait aussi qu'on n'y arrivera jamais seul. Et que le principal levier qu'on a, c'est de travailler en collectif, entre entreprises, avec les pouvoirs publics et avec les citoyens. Donc le collectif, pour moi, c'est vraiment sur les plans d'action qu'on peut mener ensemble. Et c'est là où on aura beaucoup plus demain de levier pour aller beaucoup plus loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on travaille ensemble sur plein de sujets. Merci. Alors Hélène Valade, justement, vous disiez derrière les beaux produits et les belles marques que nous avons, il y a toute une chaîne de valeur qui va très très loin, qui va jusqu'à
parfois des agriculteurs beaucoup plus loin de chez nous, loin dans le monde. Et souvent, ces gens-là n'ont pas les moyens d'aller dans la transition, de changer leurs pratiques. C'est-à-dire que même s'ils souhaitaient le faire, ils ne sont pas en capacité de le faire. Comment vous prenez ce sujet-là, vous, de l'accompagnement de la transition aussi des petits producteurs ? Je réponds immédiatement à votre question, mais je réagis à ce qu'a dit le WWF d'abord, parce que c'est extrêmement, en effet, important de ne pas se laisser influencer par la volonté d'avoir les meilleurs chiffres pour agir. On est tous obsédés, d'ailleurs, c'est ça qui nous a fait, à mon avis, perdre beaucoup de temps, par la problématique carbone, où en effet, nous avions et nous avons toujours un seul indicateur de mesure, la tonne carbone. Certains ont essayé de plaquer ce raisonnement sur la biodiversité, et ça ne marche pas pour toutes les raisons que vous avez remarquablement bien explicitées. Donc, et ça fait partie de la complexité dont parlait Christian Huyck tout à l'heure, c'est-à-dire il faut qu'on accepte des mesures locales, c'est-à-dire des mesures qui tiennent compte de la spécificité des zones géographiques dans lesquelles nous sommes et dans lesquelles sont situées nos chaînes d'approvisionnement. Et je partage cette information que j'ai eue il y a peu de temps. Nous sommes entreprise pilote de SBTN, ce dont vous parliez tout à l'heure, de Science Based Target for Nature, et nous avons eu la chance de voir nos premières cibles validées par cette trajectoire, mais validée au sens local du terme. C'est-à-dire que justement pour des vignobles en France, tout comme pour un certain nombre de régions pour le textile dans le monde, les cibles et les objectifs ont été validés. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet en effet d'être à peu près sûr de là où nous allons. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'une fois ça dit, il faut agir. Et d'ailleurs, pas attendre complètement que les trajectoires soient complètement dessinées pour agir. Et agir, ça veut dire avoir en effet une très bonne connaissance de ces chaînes d'approvisionnement jusqu'au champ, si je puis dire. Et une fois qu'on a identifié les champs, eh bien, être en capacité d'accompagner les agriculteurs ou les éleveurs. Et c'est ce que nous faisons depuis 4-5 ans. Les accompagner, ça veut dire les accompagner à changer leurs pratiques ou à revenir d'ailleurs à des pratiques de bon sens qui avaient lieu il y a 40-50 ans, c'est-à-dire celle de l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, ça veut dire arrêter de mettre des pesticides dans les sols, ça veut dire être capable d'être dans des rotations de culture pour limiter la pression sur le sol. Ça veut dire tout un assemblage de techniques, pour certaines assez ancestrales, mais qui ont un impact à la fois sur la qualité du sol et sur la biodiversité. Et moi, j'ai été constater cela dans un certain nombre de nos chaînes d'approvisionnement, dans des champs de coton, par exemple, en Turquie. Et là où c'est absolument enthousiasmant et extraordinaire, c'est qu'au bout de 3-4 ans, on voit des résultats. Ce n'est pas du tout comme avec le carbone où on a un déficit spatio et temporel, on ne voit rien, même si on fait plein d'efforts. Pour la biodiversité, on le voit. C'est-à-dire que les masses organiques du sol s'améliorent, la capacité du sol à stocker le carbone s'améliore, la capacité du sol à retenir l'eau, et on sait à quel point c'est important, s'améliore. Bon. Et donc, c'est enthousiasmant pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour les agriculteurs et les éleveurs et pour nous, parce qu'au moins, on a l'impression d'être utile. Mais pour faire cela, en effet, il faut accompagner, y compris financièrement, les agriculteurs et les éleveurs. C'est pour ça que, dans un certain nombre de chaînes de valeur, on a accepté de payer ce qu'on appelle des premiums, parce qu'on sait très bien que les rendements pendant les 2-3 premières années de passage à l'agriculture régénératrice ne sont pas les mêmes que dans la situation précédente. Ça revient au bout de 3 ans, mais voilà, il y a une transition un peu compliquée en termes de rendement. Donc c'est celle-ci qu'on accompagne. Et je pense que... Alors, tout en restant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, très modeste, parce qu'on n'est pas encore passé à l'échelle. Je ne dirais pas que c'est comme ça dans toutes nos chaînes d'approvisionnement et toutes nos chaînes de valeur. Mais en tout cas, le mouvement est parti. Et il est parti d'autant plus que la biodiversité est devenue un sujet de formation.
pas de sensibilisation, parce que les fresques, machin et trucs, c'est bien, ça a été pendant un temps, mais là, il faut absolument qu'on se dote de nouvelles compétences. Par exemple, comment un acheteur peut aller apprécier ce que je viens de dire sur l'agriculture régénératrice, s'il n'en a jamais entendu parler, etc. Donc, comment vraiment se doter de nouvelles compétences qui renvoient à cette préoccupation de biodiversité. Et moi, je considère que c'est absolument fondamental parce que ce sont les nouveaux métiers de demain qu'on est en train de préparer. Donc, on s'est lancé dans l'instauration d'une académie de l'environnement, la Life Academy, qu'on a été justement située grâce à Yann Arthus-Bertrand, dans une réserve de biosphère à 45 minutes de Paris, pour qu'on puisse apprendre ces nouvelles compétences tout en voyant réellement comment ça se passe, puisque Yann a réussi à réensauvager 30 hectares. Et donc, voilà, ça montre qu'on peut y arriver et on peut le faire. Et si vous me donnez encore une seconde, je pense que c'est d'autant plus important que dans les opinions publiques, donc chez nos clients, cette attention à la biodiversité est en train de changer. On a soutenu l'initiative de Mec.org qui a fait une grande consultation des Français sur la question de la biodiversité. Il n'y a jamais eu d'ailleurs autant de réponses à cette consultation. Et moi, ce qui m'a frappé dans les résultats, c'est que, vous vous souvenez, il y a encore 10 ans, la biodiversité, la réponse, c'était la conservation. C'était sanctuariser des espaces pour que justement la biodiversité soit respectée. Là, l'attente, elle n'est pas du tout celle-là, elle n'est pas du tout une mise sous cloche. Elle est une attente de proximité avec le sujet. C'est-à-dire que comment je peux concilier protection et usage raisonnable de cette biodiversité. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je demeure tout de même optimiste pour la suite des événements, parce que je pense qu'il y a un peu un alignement là, des planètes entre une opinion publique qui en a un peu assez du climat, de l'énergie, dès lors que l'acceptabilité sociale de cette question n'est pas mise en avant, et au contraire, la biodiversité qui reprend un peu une place importante dans la hiérarchie des préoccupations. Donc nous, ça nous aide parce qu'évidemment, ça influence à la fois l'interne d'une entreprise et aussi ses clients. Et puis enfin, la biodiversité, c'est la meilleure politique d'adaptation au climat qu'on puisse tous imaginer ensemble en coalition, comme tu le citais tout à l'heure, et merci de les citer. C'est une vraie politique d'adaptation, la biodiversité, la protection et la régénération de la biodiversité. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je pense que, j'espère, on s'achemine vers des résultats collectivement plus positifs. Merci beaucoup. On va revenir un petit peu sur le sujet aussi de l'engagement peut-être des équipes. Marie Marache, comment ça se passe pour sensibiliser les équipes dans votre entreprise sur ces sujets-là? Comment on s'assure de ne plus être dans la sensibilisation, mais de vraiment les amener à percevoir, à sentir en fait l'importance de la biodiversité? D'abord, effectivement... l'expérience de la nature, il y a beaucoup de salariés, comme disait Christian aussi, qui n'ont pas fait de biologie depuis très longtemps. Moi, je suis agronome, donc je ne ressens pas ça, parce qu'en plus, je suis basée à Gacilly. Mais pour tout un tas d'autres salariés, on est 14 000, il y a une distanciation individuelle avec la nature. Et commencer par revivre des expériences de nature, se ressentir faisant partie d'un des êtres vivants parmi d'autres de la nature, ça fait partie de la mission du groupe. Et donc, on a commencé par lancer, nous aussi, un grand programme qui s'appelle la Nature Academy, qui permet de passer un temps de réappropriation et de temps passé dans la nature pour vivre l'expérience. Ensuite, évidemment, ça ne suffit pas. Et je suis d'accord avec Hélène que ensuite, il faut savoir se dire, mais OK, qu'est-ce que je peux faire de ça dans mon métier ? Donc, à nouveau, il faut accompagner les équipes pour décliner ce que ça veut dire opérationnellement que de prendre en compte les limites planétaires, la nature, les questions de biodiversité quand on est un acheteur, quand on est un contrôleur de gestion, quand on est au marketing d'une marque de cosmétiques, etc., etc. Et on est en train de décliner pour chacune de ces équipes un plan d'accompagnement de formation pour vraiment essayer de prendre en compte ces sujets au quotidien. Et pour ça, les textes vont nous aider, parce que
tous ces sujets autour de la CSRD où on a une pression pour devoir communiquer un certain nombre d'informations, c'est finalement un rouleau compresseur qui va nous aider à accompagner nos équipes pour leur dire mais regardez, on vous attend aussi là-dessus au même titre qu'on vous attend sur votre performance financière, on va vous attendre sur votre performance extra-financière. Et c'est là qu'on va pouvoir effectivement enclencher des changements et des passages à l'action. Et enfin, il faut évidemment les faire vivre des expériences collectives. Et nous, on a un grand plan avec la Fondation Yves Rocher où on envoie nos collaborateurs planter avec la Fondation Yves Rocher. Et c'est vrai que c'est des moments collectifs assez joyeux d'aller replanter des arbres avec les partenaires de magasins, avec des clients, avec des salariés. Et c'est vrai qu'une fois par an, aller vraiment mettre les mains dans la terre, c'est quelque chose de fondamental pour l'envie d'agir. Merci. Elisa Madavi, alors par rapport à vos consoeurs, le sujet de la biodiversité, vous nous avez parlé de la Vifaune, mais semble peut-être moins proche de vos activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux que vous voyez pour votre activité en lien avec la biodiversité dans le futur ? Peut-être juste revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment la visibilité des résultats quand on fait des choses en faveur de la biodiversité. Alors, en ce qui nous concerne, dans un domaine tout à fait différent, mais quand même complémentaire, comme je vous disais, on travaille depuis plus de 20 ans avec les associations, les ONG pour protéger la vie faune. Alors, et on voit de notre côté ces résultats. Si je prends l'exemple de la cigogne blanche, vous savez, l'oiseau majestueux, symbole de l'Alsace, en fait, la cigogne était en train de disparaître dans les années 70. On n'en comptait que 10 couples, alors qu'aujourd'hui, c'est plus de 6000 couples qui sont dans nos territoires. Alors, plusieurs choses peuvent expliquer, justifier cette réapparition, mais aussi c'est le travail que Enedis a fait avec la LPO en mettant des nichoirs artificiels à côté de nos ouvrages pour leur donner un endroit sûr pour la reproduction. En fait, soit elles viennent s'installer sur nos nichoirs artificiels, soit il faut les déplacer parce que je vous laisse imaginer un nid de cigogne, c'est plus de 400 kg. Donc il faut avoir des grues, il faut venir les déplacer parce que quand ils s'installent sur nos lignes, c'est à la fois néfaste pour la ligne, les clients sont coupés et l'oiseau ne s'en sort pas. Donc il y a toute une opération avec la LPO. En général, la télé aime bien ça, donc c'est pour ça qu'il y a des reportages et on passe souvent à la télé pour ça. Donc ça montre en fait que on voit cet exemple concret avec les cigognes. D'ailleurs, plusieurs de nos sites aujourd'hui sont refuges LPO, comme tu l'as dit. Et ça montre que ce sont des sites qui accueillent la biodiversité. Et en même temps, à côté de ça, on a toute une opération de conserver les espaces naturels ou de les recréer. Par exemple, on végétalise de plus en plus les toitures de nos postes sources. Les postes sources, ce sont ces bâtiments industriels avec des transformateurs, souvent en plein air, qui transforment le courant qui arrive en haute tension, en moyenne et basse tension, justement pour le distribuer. Rien qu'à Paris, on a 3 postes sources dont le toit est végétalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met des bacs avec un certain nombre qui ont une réserve d'eau permanente et puis permet de réguler l'eau de pluie avec un système automatisé. Donc ça, à la fois, ça aide à éviter les îlots de chaleur quand il fait plus de 40 à Paris, et en plus, ça recrée en fait cet espace propice aux insectes, aux biodiversités, aux oiseaux. Donc tout ceci, en fait, ça montre qu'il y a quand même une maîtrise en fait de nos impacts directs et donc comment on les atténue, c'est tout à fait intégré dans la stratégie de l'entreprise. Et en 2024, on a souhaité aller un peu plus loin. Et la sortie de la stratégie nationale de biodiversité 2030 a été une belle opportunité pour que Enedis, à l'aide d'un cabinet externe, identifie là pour le coup l'ensemble de ses dépendances et impact sur toute sa chaîne de valeur. Si je fais un parallèle avec le climat, c'est comme si on savait très bien à quoi s'attendre à notre scope 1, et on passait au scope 3 pour amont et aval. Et là, on voit effectivement que, oui, sur l'amont, même si
contrairement à mes consorts, il y a un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement, quand bien même indirectement Enedis est impacté par la disponibilité et la qualité de l'eau qui sont utilisés pour extraire les minerais, les métaux, l'aluminium, le cuivre, que nos fournisseurs utilisent pour fabriquer le matériel qu'ils nous vendent par la suite, que ce soit les câbles, les transformateurs, les disjoncteurs. On parlait aussi de l'adaptation, enfin le fait de protéger la biodiversité, c'est aussi le meilleur moyen de s'adapter au changement climatique. Moi, j'ai un exemple très concret. Naturellement, les conditions climatiques stables nous aident à mieux protéger nos lignes. Aujourd'hui, l'existence des haies ralentissent la vitesse du vent et ça permet en fait d'avoir de mieux protéger nos lignes et d'avoir moins de clients coupés en cas de des situations extrêmes et des tempêtes. Le travail nous a aussi permis quand même de regarder un peu nos impacts positifs, parce qu'il ne faut pas croire que les entreprises n'ont que des impacts négatifs sur la biodiversité. Si je prends encore l'exemple d'Enedis sur l'aval de notre chaîne de valeur, le fait de distribuer une électricité bas carbone, ça permet en fait d'agir et d'atténuer une des pressions de IPBES sur la biodiversité, qui est justement le dérèglement climatique. Donc les entreprises qui décarbonent aident également à lutter contre l'érosion de la biodiversité. Un autre exemple, ce sont les éclairages, l'éclairage public, où avec ces fameux compteurs communicants Linky, on peut piloter l'atteinte de l'éclairage dans une ville, dans une commune, ce qui aide en fait, contribue aussi à atténuer la pollution, là pour le coup la pollution lumineuse, qui est aussi néfaste pour les insectes, les papillons. Donc clairement, tout ceci nous permet en fait de voir comment on peut avancer ensemble. Il y a aussi, je terminerai par les initiatives collectives que je tiens à souligner. On peut, comme vous disiez, on ne peut pas avancer, j'imagine mal avancer à l'échelle de nos entreprises si on n'a pas des coalitions comme on l'a sur le climat. Et ça montre aussi que ça marche. C'est-à-dire que l'année dernière, si je cite l'exemple de travail qu'a initié sous l'égide du ministère de la Transition écologique, Roclore Biodiversité Entreprise, on en fait partie, Hélène était même pilote d'un groupe de travail. Nous, à notre côté, on a réuni pour la première fois la filière énergie, mais au sens élargi. C'est-à-dire on a mis les gestionnaires d'infrastructures électricité, comme Enedis, comme RTE, gaz, GRDF, les producteurs d'électricité, la filière nucléaire, le syndicat des énergies renouvelables, les fournisseurs d'énergie. Ça ne se fait pas au niveau climatique, mais on a réussi à le faire au niveau de la biodiversité. On s'est mis d'accord sur un certain nombre d'actions qui ont par ailleurs ont été consolidées avec d'autres GT, et ça a donné lieu à 30 propositions. Donc moi, j'ai envie de dire que ça appartient à nous aujourd'hui de faire vivre nos propositions, de les pousser auprès de nos comités exécutifs, en tout cas certaines d'entre elles, pas peut-être toutes, mais encore une fois, on a de la volonté, on n'est pas obligé que tout soit parfait, comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup de temps, il y a une urgence, donc allons-y, avançons avec ce... Moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais bien passer la parole à Laure Lemarquis, peut-être pour clore notre table ronde. Laure, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont soit prises dans l'entreprise, soit en collectif. Et j'aimerais bien reposer cette question initiale. Est-ce que, d'après vous, c'est vraiment intégré dans les stratégies des entreprises aujourd'hui? Quel est votre point de vue chez WWF ? Le point de vue, c'est que ça l'est pas assez. C'est pas assez intégré dans les stratégies des entreprises. Nous, alors, on travaille sur différents angles, sous différents angles. Il y a un premier angle qui est celui des méthodologies, s'assurer qu'il y ait les bonnes méthodologies pour que les entreprises puissent agir selon un cadre qui est assez ambitieux. Donc là, nous, on s'est impliqué vraiment beaucoup dans Science Based Targets for Nature. L'idée, c'est de dire quel est le bon niveau d'ambition. Le bon niveau d'ambition, c'est faire ce dont la nature a besoin. Et donc, on part de la santé des écosystèmes
l'écosystème pour définir l'action des entreprises. Ça commence à venir. Enfin, on l'avait sur le climat. Hein. Le climat, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont inscrites dans un cadre SBTI, qui sont inscrites dans des trajectoires 1.5. Et ça, c'est le premier point. C'est est-ce que j'ai l'ambition qui est à la bonne hauteur. Le deuxième sujet, c'est est-ce que je m'organise pour délivrer sur cette ambition. Et ce qu'on a vu avec SBTI, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne se sont pas organisées pour délivrer sur ces ambitions et qui maintenant ne décarbonent pas. Donc annoncer des grandes ambitions à 2050, c'est le premier pas, mais ensuite il faut se mettre en ordre de bataille pour se transformer. Et une incompréhension quand même assez fréquente, c'est le niveau de transformation qui est nécessaire. Faire un petit peu mieux, faire la même chose un petit peu mieux et se transformer à la marche, ça ne suffit plus. Ce qu'il faut faire, c'est transformer radicalement les modèles d'affaires, radicalement les pratiques. Ça veut dire de la traçabilité, des contrats de long terme, ça veut dire intégrer le coût de la transformation dans les chaînes d'approvisionnement, ça veut dire engager le top management, ça veut dire changer le type de produit qu'on fait et se poser la question du pourcentage de chiffre d'affaires qui est compatible avec la trajectoire nature. Et ce genre de discussion, on ne les a pas assez. Ce qui fait qu'en fait, on a une trajectoire nature, une trajectoire business, les deux ne se parlent pas et après, on s'étonne qu'on ne délivre pas. Donc ça, c'est vraiment les discussions stratégie, business et la responsabilité de la direction en allant du COMEX jusqu'au conseil d'administration, jusqu'aux actionnaires. C'est hyper important. Et donc, notre deuxième axe de bataille en ce moment, c'est les plans de transition nature, c'est-à-dire ce qui va organiser votre plan d'action sur la nature pour s'assurer que vous ne manquez pas des bouts dans votre plan d'action. Juste une petite citation, c'est failing to plan is planning to fail. Donc, plan de transition nature, hyper important. Et le dernier point, c'est l'obligation de résultat. Ça, c'est une fois qu'on s'est organisé pour délivrer, est-ce qu'on délivre et qui va regarder qu'on délivre et on est responsable auprès de qui? Et en tant qu'ONG, ça, c'est un rôle qu'on veut de plus en plus jouer, c'est-à-dire observer la performance des entreprises et le progrès vers l'atteinte des résultats. Donc avoir des projets flagship pour dire regardez, on contribue positivement à tel endroit, c'est très bien, mais nous ce qu'on veut voir, c'est à quelle vitesse vous avancez vers votre trajectoire vers vos objectifs nature. Est-ce que ça va assez vite? Et si ça ne va pas, il va falloir pouvoir aussi dénoncer le manque d'ambition dans la transformation. Merci beaucoup à toutes. Avec plaisir, on essaye de faire tout ça.